Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Les électeurs de Béniville, Butembo et Yumbi se rendront aux urnes en mars 2019 alors que le reste de la République démocratique du Congo va voter ce dimanche 30 décembre. En cause, selon la Commission électorale nationale indépendante, l'épidémie d'Ebola et les violences interethniques qui secouent la région. Le 28 décembre 2017, l'ancienne star du football, George Weah, a été élu président de la République au Libéria. Depuis, il a entrepris de nombreuses réformes, mais où en est-il? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et puis, dans l'art contemporain africain, 2018 aura été une année charnière. Il a littéralement investi les grandes capitales mondiales, mais également secoué par l'appel à la restitution lancé par de nombreux pays du continent. Mais tout d'abord, cette audition très suivie en Égypte. L'ancien président Hosni Moubarak a témoigné ce mercredi 26 décembre au procès des frères musulmans. Deux anciens présidents égyptiens se sont donc retrouvés face à face au tribunal où l'ancien chef de l'État a témoigné pour la première fois contre Mohamed Morsi, ex-chef de l'État aussi, issu des frères musulmans. Emprisonné depuis son renversement en 2013, Mohamed Morsi et les autres frères musulmans sont accusés d'intelligence avec des puissances étrangères, de meurtre et de sabotage lors du soulèvement populaire de 2011. Le procès a été reporté au 24 janvier 2019. En République démocratique du Congo, il n'y aura pas de vote dans les zones de conflit le 30 décembre. La commission électorale a annoncé ce mercredi le report partiel des élections dans deux zones de conflit. Il s'agit des circonscriptions électorales de Béniville et Butemboville en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe en raison de l'épidémie d'Ebola et les violences interethniques qui secouent la région. Les élections sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique selon la CENI. 1 million d'électeurs sont concernés par ce report qui suscite la polémique dans le pays. Mais d'un point de vue juridique, cet énième report est-il légal? Élément de réponse avec Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Le calendrier électoral publié par la décision numéro 065/CENI/BIR/17 est réaménagé comme suit. 30 décembre 2018, organisation de l'élection couplée présidentielle, législative et provinciale. Le 6 janvier 2019, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le 15 janvier 2019, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 18 janvier 2019, prestation de serment du président de la République élu. Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Béniville et Butemboville en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmés au mois de mars 2019. Et en prélude à ces élections, Brazzaville a accueilli ce 26 décembre un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État des principaux pays voisins étaient présents à cette rencontre de la SADC, l'Organisation régionale d'Afrique australe, et de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À 4 jours de la nouvelle date des élections générales en République démocratique du Congo, ce sommet a tenu donc à lancer un message d'apaisement à tous les acteurs politiques, mais s'inquiète également d'une éventuelle crise post-électorale et des répercussions qu'il pourrait avoir dans la sous-région. On écoute à ce propos Kerwin Maïzo, analyste politique. Le Congo est un pays central. C'est-à-dire ce pays se trouve dans la zone CEAC, l'Afrique centrale, se trouve dans la SADC, c'est-à-dire l'Afrique australe, se trouve, est en contact avec la COMESA, l'Afrique de l'Est, et c'est un pays qui a 9 voisins et qui est très peuplé. Donc une instabilité au Congo va provoquer une onde de choc dans toute l'Afrique centrale, ne fût-ce qu'au niveau, par exemple, de l'immigration. Tenez par exemple, la ville de Kinshasa est plus peuplée que tous les Congo-Brazza et les Gabon réunis. C'est-à-dire que si 1/10 de la population de Kinshasa immigrait par exemple vers Brazzaville pour fuir la guerre, la ville de Brazza ne pourra pas tenir. Donc ils ont intérêt
à trouver une solution. Ensuite, il y a un enjeu économique. Si la République démocratique du Congo, qui fait un peu plus de 80 millions d'habitants, est déstabilisée, ça va déstabiliser un marché énorme. Ensuite, ça peut faire tache d'huile ce qui se passe au Congo par rapport à tous les régimes des pays voisins. Ça peut servir comme un précédent. Tous ces pays qui ont eu, pour certains, des élections chaotiques, ne veulent pas qu'au Congo, qu'on aboutisse à une solution, par exemple militaire, qui peut faire des émules. C'est ainsi qu'au nom du principe revendiqué par l'Union africaine, que les problèmes africains doivent trouver solution en Afrique par les Africains, la SADC et l'Union africaine veulent prêcher par l'exemple. Dans le reste de l'actualité, le 26 décembre 2017, George Weah, la star du football, était élu président au Libéria, soulevant d'immenses espoirs dans un pays marqué par plus d'une décennie de guerre civile. Depuis, le chef de l'État a entrepris des réformes économiques comme celle de la terre ou encore la lutte contre la corruption. Un an après, où en est-il? On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. 2018 aurait pu être une année comme les autres pour le Libéria. Mais voilà, elle était plutôt placée sous le signe de la première transition démocratique entre deux présidents depuis la fin de la guerre civile dans le pays en 2003. À sa prestation de serment le 22 janvier 2018, le président George Weah pose déjà les bases d'une gouvernance transparente. Nous devons à nos concitoyens la clarté sur des questions fondamentales comme la propriété du sol, la liberté d'expression et le partage des ressources et des responsabilités. Un discours qui s'accompagne d'actes. Début février a lieu la cérémonie de départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Il y laisse transparaître la volonté de voir son pays assurer sa propre sécurité. Puis en mars, il signe un projet de loi de finances de 562,2 millions de dollars, prenant en compte principalement les politiques en faveur des pauvres. On peut dire qu'il commence plutôt bien. Parce que rien que la réforme agraire a quelque chose d'historique. Mais il y a au-delà de ça, il a commencé déjà à mettre en œuvre certains aspects de son programme pour les pauvres, notamment avec la gratuité du premier cycle de l'université. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la corruption, le limogeage de son ministre de la Justice. Maintenant, si on met tout ça en rapport avec les attentes, avec l'espoir qu'il a suscité, voilà, on peut dire qu'il doit maintenir ce cap. Mais l'inflation galopante amène George Weah à décider en juillet d'injecter 25 millions de dollars dans le marché des changes pour accroître les liquidités locales. En septembre, le pays fait face à une affaire de disparition de billets de banque d'une valeur de 97 millions de dollars destinés à la Banque centrale. Dernièrement, c'est le syndicat national des journalistes qui s'est inquiété de l'hostilité de certains membres du gouvernement à l'égard de la presse. Et cette contestation inédite contre le président Omar el-Béchir au Soudan, depuis le 18 décembre et l'annonce par le gouvernement d'une hausse du prix du pain, la colère ne retombe pas. Le calme semble revenir sur la capitale suite à la manifestation de mardi 25 décembre dispersée par les forces de sécurité. Des manifestants ont essayé de se réunir à l'appel d'un rassemblement de plusieurs secteurs de métiers qui avaient annoncé une grève générale. Ils ont essayé de marcher vers le palais présidentiel afin de remettre au président Omar el-Béchir une lettre lui demandant de démissionner immédiatement, mais les forces de l'ordre ne leur ont pas permis de s'approcher du palais présidentiel. L'art africain a beaucoup fait parler en 2018, une année riche sur le plan culturel au niveau mondial, notamment avec la restitution annoncée des milliers d'œuvres africaines conservées en France, mais aussi l'ouverture de musées dans les grandes capitales du continent. Mathilda Diaby. En 2018, l'art africain a plus que jamais participé à la réhabilitation de l'histoire de l'Afrique et au devoir de mémoire. Plusieurs centres culturels, à l'instar du Musée des civilisations noires de Dakar, inauguré le 6 décembre 2018, attendent de pied ferme la restitution des dizaines de milliers d'œuvres volées pendant la période coloniale. Il s'agit ainsi de révéler la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique de l'humanité.
Décoloniser l'art africain est essentiel pour le continent et nous sommes prêts à franchir cette étape. Toutes ces œuvres d'art et le message qu'elles transmettent, même s'il ne plaît pas à tout le monde, doivent être révélés. De nombreux artistes contemporains, comme le peintre et sculpteur rwandais Epaphrodites Binamungu, se servent de leur travail pour illustrer une partie de l'histoire africaine et ainsi participer au devoir de mémoire du continent. La plupart de mes tableaux, je mets souvent en rappel le point rouge. Le point rouge, c'est le temps dramatique qu'a vécu le Rwandais, le temps de génocide. Il faut chaque fois le rappeler, dans l'histoire, il y a eu ça, ça nous interpelle, nous devons y réfléchir. L'art africain acquiert peu à peu la reconnaissance et l'attention qu'il mérite. En novembre 2018, la plus grande foire internationale d'art en Afrique de l'Ouest, Art Lagos, a attiré des centaines de collectionneurs et représentants de galeries venus du monde entier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.